David Reyes vient d'une famille de musiciens et il est en train de faire son chemin dans le monde plus particulier de la musique de film. Après avoir fait le conservatoire de Verviers, il a poursuivi ses études à l'IAD à Bruxelles avant de partir pour Paris où il réside toujours. Voici aujourd'hui son album. David Reyes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'album. C'est un peu chez vous une histoire de famille puisque j'ai eu le plaisir de recevoir votre sœur il y a quelques mois. Oui, et puis Alors, voilà, on continue. Voilà, bienvenue. On va ouvrir cet album avec une première photo. Oui, C'est une photo de vous tout petit. oui, oui, j'étais vraiment tout petit et en plus c'est un piano, ce qui est assez rare parce que ma maman a essayé de m'apprendre le piano comme ma sœur et bon moi visiblement ça me fait bien rire de taper dessus mais j'étais quand même beaucoup moins fin que elle. Mais c'est assez drôle parce que forcément comme je suis dans un milieu de musiciens, d'office j'ai été en contact avec la musique très très tôt et c'est le fait de taper sur un piano, d'ailleurs ça m'a poursuivi un peu après parce que même si j'ai appris le violoncelle parce que je voulais faire autre chose, je me rappelle que quand je rentrais de l'école en primaire etc, le premier truc que je faisais c'était d'aller au piano et d'aller improviser n'importe quoi, ça devait faire un bruit immonde, heureusement il n'y avait personne à la maison, mais c'est vrai qu'il y a eu toujours ce plaisir d'essayer d'inventer des trucs, même si au début je tapais n'importe quoi. Je pense qu'à mon avis ça devait sans doute dériver vers le fait que je deviendrais compositeur plus tard sans que je le sache, puisqu'il y avait ce côté j'ai envie d'inventer des choses et de faire des sons, et puis je frappe, puis je trouve des mélodies, alors je la rejoue 200 fois parce que je trouve que c'est génial et tout, t'es tout petit. Mais voilà, c'est assez... Dans votre famille, la musique, c'est quelque chose qui coule de source? Ah bah ça oui, va de soi, c'est ça? c'est ça, ma maman professeure de piano, ma sœur pianiste, donc moi d'office j'ai été baigné là-dedans, et c'est vrai que forcément on nous a mis au solfège, etc., et c'est quelque chose de naturel, c'est comme un second langage. Et comme on en écoutait évidemment beaucoup, etc., que j'assistais évidemment à des concerts depuis tout petit, puisque ma sœur a donné des concerts très tôt, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis le début, donc finalement je n'ai pas dû découvrir la musique par moi-même, voilà, je me suis baigné dedans. Par contre j'aurais pu éventuellement bifurquer vers une autre voie si ça ne m'avait pas intéressé, mais par contre c'est vrai que c'était un milieu très musique classique, donc comme maintenant je fais un peu autre chose, toutes les autres musiques je les ai finalement découvertes plus tard par moi-même. Tout ce qui est électronique, pop, même la musique orchestrale, etc., sont des choses que j'ai découvertes par moi-même, puisque c'était quand même beaucoup de piano quand j'étais petit. C'est ça? Mais voilà, je pense que de toute façon, si je n'étais pas né dans un milieu de musiciens, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui, puisque c'est rentré directement dans mon oreille depuis tout petit. Mais voilà, c'est vrai que ça a toujours été une seconde nature pour moi de faire de la musique et d'en écouter surtout beaucoup. Et on parle beaucoup de musique à la maison, Oui. entre frères et sœurs. Disons que oui, enfin on n'en parlait pas tant que ça parce que forcément quand ma maman rentrait du conservatoire et qu'elle est un peu fatiguée, elle a envie de parler un peu d'autre chose. Mais sinon, ma sœur travaillait beaucoup, etc. Donc j'écoutais beaucoup d'œuvres comme ça. J'ai découvert beaucoup de répertoires puisque forcément via ma sœur et via ma mère, je découvrais des tas de choses. Mais finalement, on n'en parlait pas beaucoup. On en joue beaucoup, on en écoutait beaucoup, mais à la limite, elle parle pour elle-même la musique. Donc c'est juste que c'était quelque chose de naturel chez nous. Donc voilà. Alors on continue, deuxième photo, enfin deuxième groupe de photos. Oui, là, il y en a deux, c'est vrai. Voilà, ça c'est on est bien plus tard alors. C'est un peu plus tard, disons que donc j'ai fait du violoncelle pour faire une autre voix qu'à la maison, que tout le monde. Et j'ai commencé le violoncelle assez petit, à 5 ans, donc quelque part, voilà. Et ce qui a été un grand moment pour moi, ça a été en fait la découverte de l'orchestre. Puisque contrairement au piano, où c'est un instrument solitaire, etc., moi, en faisant du violoncelle, j'ai pu rentrer dans l'orchestre du Conservatoire de Verviers quand j'étais assez petit. Et c'est vraiment là que j'ai découvert une partie de ma vocation. D'une part parce que le chef d'orchestre, Alain Jean-Classe, nous faisait jouer de la musique de film, de jazz, des choses comme ça. Donc ça m'a fasciné. Une des premières musiques que j'ai jouées, c'est Hook de John Williams, et des choses comme ça. C'était forcément autre chose que jouer du Chopin. Et c'était plus mes univers à moi. En plus, ce qui me fascine, ce sont les mélanges d'instruments, les orchestrations, etc. Donc l'orchestre m'a apporté ça toutes les semaines. Je me nourrissais beaucoup de ça. Et en plus, le chef d'orchestre est compositeur aussi. Et donc il m'avait fait jouer dans une musique de spectacle qu'il avait écrite à l'époque qui s'appelait Les Lunettes Enchantées, et je trouvais ça fascinant. J'avais aussi je voulais faire comme lui, c'est-à-dire que je voulais aussi composer, diriger des orchestres, etc. Et donc je pense qu'il est pour beaucoup dans le fait que j'ai eu envie de poursuivre cette voie-là, notamment l'orchestre, la direction et tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs un jour plus tard, quelques années après, on a enregistré un CD avec l'orchestre, et puis je me rappelle qu'au moment, Alain on avait marre de nous parce qu'on jouait trop mal, donc il est parti. Et on enregistrait la danse macabre de Saint-Saëns à cette époque-là, et puis je sais que la première violoniste s'est levée pour commencer son trait de violon, et moi du coup,
je me suis levé, j'ai pris la baguette qui était sur le pupitre puisque le chef était parti et j'ai dirigé toute la danse macabre comme ça. Oui. Ouais, j'avais 16 ans. C'est cette photo-là. C'est cette photo-là. Là, c'est juste une actrice qui a arrêté de jouer pour prendre la photo parce que c'était un truc qui s'est improvisé totalement. Et j'en avais toujours rêvé, mais puisqu'il n'était plus là, je m'étais dit, bah, on va y aller. C'est la prise de pouvoir. Voilà, on va le faire, je vais prendre sa place puisque c'est comme ça. Il est revenu après. Mais du coup, voilà, ça fait partie des moments forcément. Et ça a donné quoi comme sensation? Ben, c'était assez. Ce qui était assez fou, c'est que forcément tout l'orchestre m'a suivi parce que ça les faisait rire, mais en même temps, je pense que je dirigeais plus ou moins convenablement parce qu'on s'est retrouvés tous ensemble à la fin. Donc quelque part, c'est que ça allait. Et puis il y a eu ce côté, ouais, on a l'orchestre qui joue devant nous et on dirige, etc. Et je me suis dit, oui, j'aime vraiment ça en fait. J'aime l'orchestre, j'aime le contact avec l'orchestre, j'aime la direction d'orchestre et j'avais jamais osé le faire avant, même si j'en rêvais un peu. Et je pense que voilà, ça, je me suis bien rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'être instrumentiste, violoncelliste professionnel par exemple, ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce qui m'intéressait, c'était l'écriture et la direction. Et finalement, maintenant, en musique de film, c'est ça, on dirige nous-mêmes au clic et des musiques qu'on a écrites. Donc je me retrouve en dérivé. Mais c'est vrai que cette fois-là, c'était assez marrant parce que j'étais porté par, comme c'était des amis, j'étais porté par eux pour avoir osé le faire. Et puis ça a été un grand moment, quoi. C'est clair que... Alors pour qui ne fait pas de la musique, oui. C'est toujours très difficile de percevoir exactement en quoi consiste la direction d'orchestre. Comment définir ça? C'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on voit quand on va voir un concert, c'est un chef qui bat les bras et on se dit, bon, les musiciens, ils jouent tous ensemble. Donc forcément, le chef, il est quand même là pour vérifier que tout le monde joue ensemble. Mais il y a surtout le travail en amont qui est... c'est-à-dire que la version qu'on va entendre, c'est la vision qu'on a le chef d'orchestre, parce que c'est lui qui dirige les couleurs, les nuances, les tempos, qui va faire ressortir certains groupes, pas d'autres, etc. Donc c'est sa version à lui qui va communiquer à l'orchestre. Et puis en même temps, c'est son énergie, etc., qui va faire que les musiciens vont se sentir portés et vont jouer plus ou moins bien finalement. Et donc c'est vrai que la direction d'orchestre, c'est quelque chose, c'est autre chose que de faire 4/4 comme ça. C'est vraiment colorer l'œuvre, c'est-à-dire faire ressortir les nuances, les phrasés, les choses. C'est prendre un groupe à bras-le-corps. C'est prendre un groupe à bras-le-corps et c'est sublimer finalement la partition en donnant sa propre énergie. Et voilà. Bon, je suis parfois la chimie ne prend pas. Ça peut arriver, ça, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que soit on dirige un truc mais on ne comprend pas tellement l'œuvre, alors du coup c'est assez plat. Ou alors, oui, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à communiquer quelque chose ou que les musiciens en face, ils ne soient pas dedans et ça peut arriver. Je n'ai pas dirigé assez souvent pour pouvoir vraiment le dire, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on sent que l'orchestre nous suit et alors du coup, il y a quelque chose, c'est une espèce de sensation très forte comme ça, qui est assez magique et qu'il n'y a que la musique qui arrive à faire des sensations comme ça quand même. Donc voilà. Troisième photo. Ah oui, ça c'est les études de cinéma parce que je m'étais dit quand même que même si je rêvais de faire de la composition et en particulier de la musique de film, je me suis rendu compte vers mes 15-16 ans que je voulais faire de la musique de film, mais je m'étais dit je pourrais jamais faire ce métier-là parce que voilà, c'est pas possible de vivre de la composition, il me faut un vrai métier. Et donc, après avoir essayé un peu de droit, mais vite rendu compte que ça n'allait pas du tout, j'ai un ami qui m'a soufflé l'idée d'aller voir dans les écoles de cinéma, parce que quand j'étais à Saint-François-Xavier, donc pendant mes études primaires et secondaires, j'écrivais parfois des scénarios avec un copain, et parfois on tournait des petites choses. J'avais un professeur qui faisait de l'audiovisuel, donc on a fait des petites vidéos, etc. Et j'avais une passion quand même pour le cinéma aussi. Et donc, finalement, un copain m'a dit pourquoi tu ne vas pas faire une école de cinéma? Ça peut être une bonne idée. Et donc, je suis allé voir à l'INSAS et à l'IAD, et je suis rentré à l'IAD pour faire la réalisation. Comme ça, je me suis dit, d'une part, j'aurais un vrai métier, je pourrais être réalisateur, réaliser le journal télé, n'importe quoi, mais j'aurais ça comme métier. Et en même temps, je pourrais réaliser des films et donc je pourrais écrire la musique de mes films. C'est ça. Donc je me suis dit, une manière de revenir voilà, à la c'était une manière passion. de faire de la musique, mais de me dire si personne m'engage, je m'engagerai moi-même. Et en même temps, j'avais l'impression que réalisateur, ça c'était un vrai métier, alors que la composition, ça serait toujours un hobby que j'espérais faire, mais je me disais, je peux pas vivre de la musique, c'est pas possible. Et donc j'ai fait ces études-là pendant 4 ans, ça s'est très bien passé. J'ai terminé en tournant un film à Verviers. C'est fascinant, j'adore le cinéma et j'étais passionné par la réalisation, donc c'est vrai que ça a été des études fascinantes. Je me suis rendu compte que c'était quand même moins mon truc la réalisation parce que c'est très lourd, il faut porter un projet pendant des années, il faut porter pareil toute une équipe autour d'un projet et il y a quelque chose quand même, il y a une fameuse pression et si le film n'est pas bon c'est de notre faute quoi. Et
Donc j'adorais l'ambiance des plateaux, j'ai adoré ces études, vraiment, et je pense que je referai la réalisation un peu plus tard quand j'aurai des choses à dire. J'ai l'impression que pour le moment, je n'ai pas encore suffisamment de matière. Engranger. Voilà, il faut que je mûrisse encore, je dirais. Et puis de toute façon, je m'épanouis plus dans la musique, et c'est surtout dans la musique que j'ai envie d'exprimer des choses. Et donc les études de cinéma m'ont donné, on va dire, une autre lecture du cinéma et de la fabrication d'un film, ce qui m'aide notamment maintenant quand je fais de la musique de film, je connais le montage et tout ça, donc je rentre dans la matière autrement. Et puis surtout, je me suis dit, ce que j'adore le plus, c'est de faire la musique quand le film est fini. Oui. Donc, à un moment, je vais arrêter de fuir et je vais faire de la musique de film. On verra bien ce qui se passe, mais il y a un moment, je ne vais pas faire 200 métiers. Je vais faire celui-là, je vais faire celui-là. Et donc, je suis parti à Paris pour faire ça, puisque en Belgique, il n'y avait pas moyen d'avoir une formation. Et donc, après, avec mon diplôme de réalisateur en poche, je suis allé en France pour faire un cours de musique de film et essayer de rencontrer les productions, etc. Et puis voilà. C'est ça, donc ça, c'est à quelle époque ça? Mais ça, les études de cinéma, c'est de 99 à 2003. Donc voilà, j'étais. Puis vous partez à Paris alors. Et puis je pars à Paris en 2003, juste après. Et vous allez étudier dans une école? Voilà, j'avais vu sur internet qu'il y avait un cours de musique de film à l'école normale Alfred Cortot, parce qu'en fait, il y avait évidemment des formations aux États-Unis et tout ça, mais c'était loin, c'était cher, j'avais un peu peur et tout. Et puis je me suis dit, Paris, c'est à côté, il existe une classe, bah, je vais aller voir. Donc je suis parti pour ça. Et en même temps, je savais qu'il existait notamment des masterclass, il y avait moyen de rencontrer des gens en étant à Paris, puisque c'est quand même un endroit où beaucoup de choses se passent pour le cinéma. Donc je me suis dit, bah, on va risquer la vie parisienne, on verra bien. Donc je suis parti, j'ai été hébergé chez un ami, etc. J'ai commencé à travailler un petit peu pour me payer les choses. Et puis j'ai suivi ce cours, qui, entre guillemets, n'a pas servi à grand-chose en tant que tel, parce que, bon, ça a donné un diplôme, mais dans ce métier-là, les diplômes, ça sert moyennement. Mais par contre, le fait, du coup, d'être parti, d'avoir commencé à démarcher, d'avoir travaillé sur des courts-métrages, d'avoir rencontré des gens... C'est ça. Bah, c'est tout ça qui m'a nourri, voilà. C'est là que j'ai fait mes classes comme ça, en fait, en écrivant pour des amis dans des écoles de cinéma françaises, en envoyant des CD dans des productions qui, évidemment, répondaient pas, parce que c'était pas très intéressant au début. Mais bon, il y avait ce côté, bon, ben, je vais essayer de mettre la machine en route, donc je vais démarcher, embêter un peu tout le monde. En plus, comme je suis plutôt timide au début, j'étais un peu là, je n'osais pas trop, et puis il y a un moment où il faut un peu forcer le destin. Et donc voilà, je suis parti pour faire ça, et puis à un moment, j'ai fait quelques rencontres qui font qu'à un moment, ça s'est bien enclenché. Et donc ça, ce sont les premières musiques de films? Oui, voilà. Bah, les toutes premières, c'est évidemment... Quand on voit votre curriculum, la liste est déjà très longue. Il y en a beaucoup. Très jeune et... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courts-métrages, mais les premières, ça a été évidemment les musiques de mes films en école de cinéma. J'ai commencé avec celle-là. Et puis c'est vrai que après, en France, comme je connaissais des gens un peu partout dans les écoles, j'ai composé pour eux gratuitement et tout ça, mais c'était une façon, moi, d'apprendre mon métier, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de travailler directement sur de l'image, puisqu'on se retrouve confronté au problème du montage, de la bande-son, du rythme, de l'univers du réalisateur, et on doit rentrer dedans, et en fait, on doit écrire la musique que lui a en tête, finalement. Alors, comment faites-vous? Expliquez-moi, comment travaillez-vous? Il y a une méthode particulière ou c'est suivant le thème, suivant le film? Disons que ça change un peu. Globalement, on nous appelle souvent quand il y a un premier montage qui est fait, et on nous demande en général de faire la musique. Et alors on est là, Et puis alors il faut arriver à comprendre, le réalisateur doit arriver à expliquer ce qu'il a en tête, ce qu'il a envie d'exprimer, pourquoi il veut mettre de la musique, etc. Donc déjà, il faut rentrer dans sa tête à lui, essayer de ressentir le film qu'il a voulu faire, et donc la musique qu'il va vouloir entendre dessus, ce qui peut parfois nous obliger à écrire des choses qui ne sont pas spontanément ce qu'on ferait autrement, mais on est au service d'un film dans ce cas-là, donc c'est vrai que moi, même si j'adore écrire pour grand orchestre, et que pour un film, il faut un harmonica solo, parce que, bon, il faudra faire ça. Donc il faut rentrer dans cet imaginaire-là. En général, on propose des thèmes où on travaille sur quelques scènes, on montre des maquettes, des choses pour essayer de lui faire entendre comment on voit son film. Et alors, généralement, là, on commence à dialoguer. C'est-à-dire que, forcément, lui, il reçoit tout d'un coup de la musique sur son film, donc il se dit « qu'est-ce qu'on a fabriqué ?» Et nous, on arrive avec notre musique, on fait « qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'ai fait ?» Alors, on est un peu timide et tout. Et puis, à un moment, on parle, on commence à trouver des terrains d'entente, donc on commence à poursuivre le développement des thèmes, on commence à regarder sur le film quelle séquence aura besoin de musique, comment on va développer, qu'est-ce qu'il faut exprimer, etc. Et puis finalement, le travail se fait comme ça. Après, on synchronise à l'image, puisqu'on reçoit les montages, donc il faut être synchro par rapport à tout ça. Et puis, au final, la sauce prend. Souvent, les réalisateurs, maintenant, ont tendance à mettre de la musique temporaire sur les montages, c'est-à-dire qu'ils prennent des disques, ils mettent des morceaux, parce que comme ils ne savent pas parler de musique, ils mettent du John Williams, du Morricone, des trucs, et puis ils nous font « voilà, je veux ça ». Alors nous, on arrive derrière, il faut arriver à écrire une musique qui fasse qu'il va oublier ce qu'il avait mis, mais comme il a l'habitude de l'entendre, c'est un peu difficile.
Mais en même temps, bah, ça nous permet d'avoir des indications aussi, donc il faut arriver à retirer ce qu'il a cherché à faire, et puis au final, normalement, on s'en sort. Et vous faites parfois plusieurs projets différents pour un film, avec Oui. des univers Ben, totalement dissemblables? c'est-à-dire que j'arrive toujours avec une première proposition de toute façon, c'est-à-dire la première lecture que moi j'ai de son film. Et alors, ou bien il va apprécier, et alors on va aller plus loin dans cette voie-là, ou bien c'est pas du tout ça, alors j'ai proposé complètement autre chose. Et c'est vrai qu'il y a parfois des films où j'ai dû faire 7 ou 8 fois une musique pour une scène parce qu'on ne trouvait pas. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand on en fait trop, on ne sait même plus. On s'y perd un petit peu. C'est le danger, c'est qu'il faut arriver à essayer de garder une ligne de conduite dans ce qu'on propose. Mais en même temps, c'est vrai que bah, la première idée n'est pas toujours la bonne, donc il faut arriver à creuser. Là, pour le moment, je travaille sur un film malien. Donc le réalisateur, évidemment, qui vient du Mali et tout, qui n'a pas la même culture ni les mêmes critères musicaux que moi, qui suis en plus habitué à des musiques américaines, etc. Et il faut arriver à confronter ma lecture à ce que lui, il a l'habitude d'entendre et qui n'est pas du tout la même chose. Et alors, bon, ce qui est intéressant, c'est évidemment la confrontation des deux univers, mais c'est clair qu'au début, c'est très, bon, ça fait un peu un clash. Donc il faut qu'on arrive à voir comment on va s'en sortir. Alors moi, j'ai pris des instruments africains. Dans ce cas-là, comme ça, on retrouve un univers, mais traité à l'européenne. Donc comme ça, lui, il a une couleur qui ne serait pas si j'étais africain. Et c'est des choses comme ça qu'on arrive à mettre en place. Mais ça, c'est vrai que bon, chaque film est très différent. Donc voilà. On voici une photo. Ah oui. Ça justement, c'est le festival de Auxerre, c'était en 2005. Et ça fait partie de... Donc, quand je suis arrivé en France, j'ai notamment loué les liens avec la SACEM qui organise des masterclass, des rencontres avec des compositeurs et des choses comme ça. Et puis, le festival d'Auxerre, qui est un festival de musique de film relativement important, avait créé cette année-là une masterclass. Donc ils avaient pris 6 jeunes compositeurs pour travailler une semaine avec Laurent Petit-Girard, qui est le compositeur de la série Maigret notamment, et qui est chef d'orchestre aussi. Et en fait, on avait tous reçu, on a dû travailler avec lui sur des séquences de films, etc. Et puis, en fin de stage, il nous a donné un extrait de film, et on devait tous les 6 écrire une musique sur cet extrait-là. Et alors, à la fin du festival, donc en première partie du concert de Francis Lay, ils ont projeté le film, et Laurent dirigeait les 6 versions sur la même scène. Donc pour le public, c'était une façon de voir la musique de film, finalement, comment ça peut changer le sens et tout ça. Donc c'était intéressant. Et pour nous, c'était une façon de montrer ce qu'on sait faire. Donc on avait un orchestre, etc. Et en fait, là j'ai eu beaucoup de chance, puisque dans la salle, il y avait le producteur de La Marche de l'Empereur, qui était là parce qu'il remettait un prix juste après. Et donc quand il a entendu ma version, visiblement il a bien aimé, parce qu'après il est venu me trouver, on a commencé à discuter un peu. Moi je savais pas qui c'était, donc tout naïvement je lui ai expliqué ma démarche, etc. Et puis après on s'est revus un peu à Paris, on s'est tourné autour pendant un an comme ça. Et puis il m'a contacté parce qu'il commençait Le Renard et l'Enfant, donc le nouveau film de Luc Jacquet. Et ils m'ont dit, bon voilà, on a proposé à des musiciens, etc. Est-ce que tu voudrais en profiter pour faire des essais? Parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc moi j'ai fait oui. Donc j'ai proposé des maquettes pour le film, etc. Alors ensuite, dans un premier temps, ils ont engagé 2 autres musiciens pour faire de la musique, mais comme le producteur avait beaucoup aimé ce que j'avais proposé, il m'a engagé pour faire de la musique pour des documentaires et d'autres choses de leur maison de production qui s'appelle Bonne Pioche. Donc pendant un an à peu près, j'ai travaillé comme ça sur des documentaires pour Arte, Canal+, et tout. Donc je veux dire que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné mes premiers vrais projets professionnels. Et tout ça parce que par hasard, il s'était retrouvé dans la salle le jour où j'avais joué 2 minutes d'orchestre et voilà. Et puis après, quand le renard a avancé et qu'ils ont eu visiblement un problème avec la musique, ou en tout cas il manquait quelque chose, ils m'ont rappelé pour refaire une nouvelle musique. Et puis au final, dans le film, ils ont gardé presque toute ma musique. Donc ça a été refait assez rapidement. Mais voilà, je me suis retrouvé embarqué sur mon premier grand film, etc. Grâce à un coup de pouce du destin qui fait qu'un jour, il était dans la salle où moi je proposais un travail. Et donc ça a été voilà, un moment important. C'est le début de ma carrière, c'est vraiment là, quoi, je veux dire. Oui, c'est souvent ça qui met son Mais c'est ça, oui, on se dit, bon, on a travaillé pour en arriver là, et puis un jour, il y a une rencontre qui fait que, voilà, on passe le cap. Et d'ailleurs, on voit ici l'affiche du film, hein, précisément. Oui, et en fait, j'avais pris cette photo-là parce que quand je suis arrivé en France, forcément, j'arrivais comme ça avec ma petite valise et pas grand-chose. Il fallait quand même bien payer à manger, le loyer et tout, donc j'ai trouvé un travail au Grand Rex. J'étais engagé comme contrôleur et comme caissier, ce qui me permettait d'une part d'être dans le milieu du cinéma, c'était plus drôle que si j'avais été chez McDo. Et en plus, bon, il y avait des avant-premières, donc j'ai rencontré Tom Cruise, Catherine Deneuve et tout, donc j'avais un côté un peu les paillettes qui brillent, comme ça fait rêver évidemment. Donc j'ai travaillé 4 ans dans ce cinéma-là.
En plus, j'avais un patron qui était, enfin, j'avais un chef de service très gentil parce que comme je devais faire des festivals, etc., il arrangeait mon planning pour que je puisse partir en festival et que je récupère mes heures plus tard, etc. Donc j'ai eu aussi beaucoup d'aide de sa part. Et il se trouve que voilà, donc je travaille dans le cinéma, puis comme je travaille sur Le Renard et l'Enfant, je démissionne puisque je sais que je pourrais vivre de la musique. Et le film a été projeté en avant-première au Grand Rex et resté 2 mois en salle, etc. Donc il y avait un côté, la boucle est bouclée finalement. J'ai commencé là-bas comme petit caissier et tout, et puis j'y reviens en guest star un peu avec mon premier film. C'est toujours le destin qui veille. Oui, voilà, il y a un côté, bon, ça devait se passer comme ça et c'est assez amusant. Alors ici, c'est encore une autre photo qu'on découvre, c'est la dernière de cet album. Et oui, ça fait partie des rencontres, puisque forcément, comme les choses ont commencé à s'enclencher, notamment grâce au Renard, j'ai fait les festivals après, Cannes, etc. Et j'ai l'impression, chaque fois que je suis en train d'approcher un peu du doigt mon rêve, finalement, parce que là, on me voit avec Ennio Morricone, c'est vrai qu'il y a quand même, on m'aurait dit ça il y a quelques années, que je ferais rire la femme de Morricone. Il y a un côté... Bon, on se dit, c'est pas possible quand même. Bon. Et puis là, j'ai l'impression, voilà, j'approche des gens, j'ai l'impression de commencer à faire un peu partie de ce métier, donc je suis peut-être un vrai compositeur de musique de film finalement. Et puis voilà, j'ai rencontré des tas de gens dont j'admire la musique depuis que je suis petit. C'était Eric Serra, Bruno Coulet, Morricone bien entendu, Gabriel Yared, plein de gens. Je les ai rencontrés petit à petit parce que les circonstances ont fait que voilà, j'ai pu leur parler de leur travail, on a échangé des choses. Là, je vais aller voir John Williams fin mai aux États-Unis, qui est un peu celui qui me fait rêver depuis que je suis enfant. Donc je me dis, bon, le rêve continue. Bon, il faut que je travaille toujours beaucoup, parce que c'est quand même un métier où on doit beaucoup travailler, c'est normal. Mais je pense que je vais commencer à toucher du doigt le rêve de faire finalement vraiment de la musique de film toute ma vie. Oui. Alors qu'il y a quelques années, je me suis dit, si j'en fais un, je serais déjà content. Maintenant, c'est parti. Maintenant, a priori, ça va. Il y a des projets qui arrivent, des films qui sont en préparation, sur lesquels je commence à travailler. Donc je me dis... finalement, et c'est la raison pour laquelle vous restez à Paris. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses en cinéma qui se passent là-bas. Et pour le moment, ça se met bien en route à Paris. Et peut-être qu'après, je devrais aller à Los Angeles, je n'en sais rien, on n'y est pas encore. Mais voilà, j'habite à Paris pour le moment, puisque les films se font là. Et que... Vous travaillez sur quoi comme ceci? Alors là, pour le moment, je travaille donc sur le film malien. On espère le présenter à Cannes. Après, j'ai un autre long métrage qui doit se mettre en route en juin, avec Anna Mouglalis, qui est un film fantastique. J'ai aussi un documentaire en cours pour le moment. Et puis, il y a d'autres projets dont on m'a parlé petit à petit. J'ai commencé à recevoir des scénarios, donc je dois les lire. Et puis voilà, petit à petit, les gens commencent à parler derrière mon dos, donc c'est plutôt bon signe. On verra jusqu'où ça ira. On va refermer l'album. On va parler évidemment du livre que vous prendriez avec vous sur l'île déserte. Oui. Alors, vous avez hésité, ça aurait pu être quelque chose de oui, parce que je voulais prendre un cahier de musique et un crayon, parce que forcément j'aurais du mal à me passer de ça. Et puis si j'ai des idées, j'ai besoin de les écrire. Mais bon, je vais pas faire que travailler non plus, il faut quand même me détendre. Et je peux pas prendre un DVD parce qu'il n'y a pas de courant sur l'île déserte. Donc effectivement, j'ai pris un livre et j'ai pris Lolita de Nabokov, parce que il symbolise beaucoup de choses. D'une part, je trouve que le livre est très intéressant, il est formidablement écrit, et puis sur un sujet assez difficile, parce que c'est quand même, c'est quand même une histoire avec un personnage assez indéfendable, et le génie de l'auteur arrive à rendre émouvante, et on est même pris de compassion pour le personnage, qui est quand même un pédophile, donc c'est quand même très difficile, et je pense que il n'y a que dans l'art qu'on arrive parfois à faire passer des sujets comme ça qui sont si compliqués, mais grâce au talent, que ce soit littéraire, musical ou même dans les films de Haneke, Kubrick et tout, ils font toujours passer des choses extrêmement difficiles et on arrive à les rendre même belles. Donc c'est là finalement c'est là une des controverses de l'art, mais c'est aussi là une de ses forces, c'est que ça arrive vraiment à sublimer des choses. Donc voilà, j'aime l'histoire, j'aime la façon dont le livre est rédigé. En plus, je me suis rendu compte, je l'ai lu il y a 4 ans et j'avais été très ému finalement par la déchirure intérieure du personnage, parce que c'est quand même quelqu'un qui va vivre une passion puisque ça lui rappelle un amour d'enfance et ça va le détruire. Voilà. Et quand je l'ai relu un peu là récemment, il y a un côté plus cynique qui est apparu. Je veux dire, je pense que si je le relis de temps en temps avec les années qui passent, comme moi j'évolue aussi, je risque de voir ce livre différemment. Je trouve que c'est intéressant de redécouvrir parfois des œuvres parce que nous-mêmes on a mûri. Et puis en plus ça évoque 2 films. Il y a d'une part le film de Kubrick qui évidemment est un cinéaste génial. Et puis il y a le film plus récent avec Jeremy Irons avec la musique de Morricone. Et ça aussi ça a été une émotion. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont liées autour de ce livre-là. Donc je crois que je prendrai celui-là autant pour le livre que pour tout ce qui l'entoure. Et l'autre génie de Nabokov, c'est de faire partie de ces écrivains qui écrivent
dans une langue autre. Oui, en langue plus, il a écrit ce maternelle, livre en c'est quand anglais, même donc c'est la un fameux preuve coup de que force. c'est quand même un fameux coup de force. Et la traduction française, d'ailleurs, est très bien, donc, parce que je ne l'ai forcément pas lu en russe. Mais voilà, c'est un livre qui me parle beaucoup. Ok, eh bien merci. Mais merci beaucoup à vous. Sur ce livre donc, que se termine cet album. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi prochain. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les albums précédents sur le site de Télévèzre, le site internet www.télévèzre.be. Bonne soirée, à bientôt.